Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. En octobre 2025, le rappeur Booba a eu un agenda des plus chargés. Non seulement il a rempli 3 soirs de rang les 40 000 places de la Défense Arena, la plus grande salle de concert d'Europe, mais il a aussi eu le droit à un petit passage par la case garde à vue, suivi d'une mise en examen pour harcèlement aggravé. Le rappeur Booba placé en garde à vue à Paris mercredi 15 octobre. Et ouais, Booba était en garde à vue hier et il risque maintenant une mise en examen pour une histoire de harcèlement moral et de cyberharcèlement contre Gims et sa compagne qui ont déposé plainte il y a plus d'1 an déjà. Le rappeur Booba, mis en examen pour harcèlement concernant la compagne de son grand rival Gims pour des propos en ligne et des propos tenus lors de ses concerts. La plaignante s'est vue reconnaître une incapacité de travail de 10 jours. Un bon résumé de la carrière de Booba depuis plus d'une décennie, qui passe au moins autant de temps à peaufiner ses lives et ses albums qu'à déchaîner sa colère et ses hordes de fans sur celles et ceux qui ont le malheur de lui déplaire. Le tout en bénéficiant d'une certaine complaisance médiatique, voire d'un laisser-faire qui peut poser question. Comment et pourquoi ce double jeu continue de fonctionner? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Non, je fais jamais semblant. Mais ça vous sert, cette querelle? Non, ça me sert pas, je m'en sers, mais... Nous sommes le 1er décembre 2023 à Paris. Devant le siège de France Télévisions, une vingtaine de personnes sont rassemblées. Ce sont des fans de Cyril Hanouna. La veille au soir, sur France 2, l'émission Complément d'enquête avait dressé un portrait acide de l'animateur. Fâché, il avait donc invité ses admirateurs à se rassembler pour une séquence en réponse. Et là, surprise, non seulement Hanouna n'est pas présent, mais surtout, voilà que débarque Booba. Je suis venu sur place faire face à Baba qui n'est pas là, c'est tout. Au moins j'ai gratté un petit café et là je rentre chez moi. Merci les gars. Salut. Si le rappeur est venu, c'est pour, dit-il, s'expliquer avec Hanouna en direct, après l'avoir fait en différé dans le fameux complément d'enquête de la veille, où il a été longuement interviewé et où il a été plus qu'incisif à l'encontre de l'animateur de TPMP. Je pense que c'est un lâche mégalomane à qui on a donné trop de pouvoir. Et il a totalement changé, il est devenu arrogant, agressif. Il pétait plus haut que son cul, quoi, tout simplement. Il faut lire, si vous en avez le temps, les commentaires sous la vidéo de l'interview intégrale de Booba. Des dizaines de réactions très enthousiastes qui saluent le calme, l'intelligence du rappeur. Plein d'internautes assurent avoir changé d'avis à son sujet après avoir vu ces images où il apparaît, de fait, posé et sensé à 1000 lieues de la machine à clash qu'il est supposé être. Du pain béni pour tous ceux qui depuis des années défendent Booba contre vents et marées, assurent qu'il est un poète, un artiste d'une complexité totale et qu'il vaut bien mieux que les polémiques et les bastons qui émaillent son parcours. On l'a comparé à Mallarmé, à Antonin Artaud, à Dostoïevski, on l'a vu en une des Inrocks, de Libé. Ses admirateurs dans la presse culturelle, parfois très pointus, sont nombreux et volubiles. Quand il dit « j'ai petit selfie de la chatte à tateur », donc ça fait partie d'une espèce de condensation globale du langage où tout ce qui est en trop est éliminé, quoi. Sauf que tous, à leur échelle, ont sans doute contribué à une certaine forme de laisser-faire concernant son léger penchant pour le cyberharcèlement. Pour reprendre les choses depuis le début, revenons aux années 90. C'est là, dans la bouillonnante scène hip-hop de Boulogne, dans les Hauts-de-Seine, qu'apparaît pour la première fois Booba, le pseudonyme d'un certain Eli Yaffa, né en 1976 à Sèvres, la ville d'à côté. En 1994, à 18 ans, on le retrouve sur les mixtapes que produit à l'appel la jeune garde du hip-hop d'Île-de-France. Un milieu dans lequel il croise la route de celui qui sera son premier complice, Ali. Avec lui, il forme le duo Lunatic et a ses premiers accrochages dans le rap. Une bagarre restée célèbre avec son producteur qui installe son image de bad boy. Une image qui se confirme avec un premier passage derrière les barreaux, 18 mois d'incarcération pour avoir tenté de braquer un chauffeur de taxi,
puis un second de quelques mois à cause d'une bagarre au cours de laquelle il est accusé d'avoir utilisé une arme à feu. Il sera finalement blanchi dans ce dossier, mais son nom devient synonyme de rap hardcore. Et dès le début, certains doutent de la sincérité de son côté street. Il se fait clasher par morceaux interposés, on lui reproche de s'inventer une vie de voyou, de jouer au dur pour épater la galerie, de cacher ses origines moins modestes qu'il ne le prétend. Bref, il fait dès le début l'objet de pas mal de controverses. Et il comprend rapidement qu'un clash, ça s'alimente et ça fait vendre. Notamment quand on décide de se confronter à la première radio rap de France, Skyrock. Booba ne veut pas faire Planète Rap. Fred Musa de Skyrock. Il y avait deux, trois paroles qui me gênaient. Je pense qu'il y a un moment, dans l'époque actuelle, dans le truc dans lequel on vit, je pense que c'est important, une radio comme Sky, qui est un média assez large, assez populaire et large. Il faut qu'on soit responsable, on peut pas aller inciter à un viol, on peut pas aller inciter aux tournantes, on peut pas inciter à tout ça. Je pense qu'il faut être responsable, clairement. En refusant de passer sur l'antenne de la très populaire radio au prétexte que cette dernière voudrait censurer ses textes jugés trop crus, Booba se place dès ses débuts dans la confrontation avec tout ce qu'il assimile au système, ce qui alimente une fascination à son égard qui déborde très vite le cadre des médias spécialisés. Dès le début des années 2000, on le voit sur les plateaux télé, chez Ardisson par exemple, où on le présente comme un héritier de Jean Genet et de Louis-Ferdinand Céline. Alors certes, quelques voix pointent le fait que ces textes font la part belle à l'homophobie, à la misogynie ou à l'apologie de la violence et de l'argent facile, mais ces critiques sont rarement entendues et souvent taxées de ringardisme, de premier degré, de manque de recul, voire carrément de conservatisme exacerbé. Quelques événements cependant laissent entrevoir que la violence racontée dans ces textes n'est pas qu'une vue de l'esprit, et tout le monde va le constater le 4 octobre 2008. Le Stade de France! Faites-moi putain de bordel! Nous sommes alors au Stade de France, et ce soir-là a lieu un événement d'ampleur historique, la 2e édition d'Urban Peace. Un concert géant qui réunit la crème du rap français. Le premier Urban Peace avait eu lieu en 2002 et était devenu légendaire, le symbole d'un mouvement hip-hop au maximum de sa créativité et de sa popularité. 6 ans plus tard, l'idée, c'est de renouveler l'exploit. Au programme, on trouve Cherif Alouna, Cynic, Sefiu, les psychiatres de la rime, mais aussi Rof et évidemment Booba. Programmé très tard dans la soirée, le rappeur arrive sur scène, bouteille de whisky à la main, face à un public très très échauffé, qui commence à lui balancer tout un tas de projectiles, et au bout de quelques instants, ça dérape. Si, vous voulez une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? Enfant de putain, va. Ouais, tu viens ici pour jeter des trucs. Bande de chiens, tu crois que c'est bon, c'est meuf de Easy. Les réseaux sociaux sont encore balbutiants, mais la scène où on voit Booba balancer sa bouteille de whisky sur les spectateurs a été filmée et est vite reprise partout. D'autant plus qu'elle s'est conclue par une baston en règle dans les coulisses de l'événement entre les entourages de Booba et de Rof, qui sont déjà brouillés à l'époque, on va y revenir. Normalement, je fais pas de concert comme ça où je me mélange. J'aime pas trop me mélanger. Et là, me mélanger à plein de rappeurs, de R&B un peu douteux, etc. Je suis même pas étonné qu'il se soit passé ce qui s'est passé. De quoi lancer la tendance pour la décennie à venir où le clash permanent entre le rappeur de Boulogne et ses concurrents directs va devenir un quasi-rituel et un excellent moyen de rester dans l'actualité. Bon, on ne va pas lister ici le nombre de rappeurs avec qui Booba a eu des différends, ce serait un peu trop long et un poil répétitif. On va se concentrer sur les plus emblématiques, à savoir Rof, La Fouine et Caris. Avec le premier, la brouille remonte au tout début des années 2000. Issus de la même génération, Rof et Booba se fréquentent, ils se côtoient et planchent même sur un titre en commun en trio avec Rimka du 113. Le morceau ne sortira jamais, les rappeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et c'est de là que leur animosité va s'installer. Elle va courir tout au long des années 2000-2010, à grand renfort de références plus ou moins directes dans des morceaux respectifs, de bastons dans des coulisses, on vient de le mentionner, mais leur principale source d'opposition en réalité, elle est bien commerciale. Les deux musiciens ont chacun lancé une ligne de vêtements, Uncut pour Booba, Distinct pour Rof. Ils sont donc en concurrence pour séduire les clients. Leur clash, c'est leur campagne de pub.
Mais les choses prennent un tournant beaucoup moins bon enfant en 2014. Ce jour-là, un jeune vendeur d'une boutique Uncut à Paris est passé à tabac par un groupe au sein duquel figure, selon son témoignage, Rof lui-même. Ça lui vaudra 2 mois de détention préventive, un placement sous bracelet électronique, puis une condamnation à 5 ans de prison ferme. Depuis, les choses ne se sont jamais calmées et les deux rappeurs s'insultent régulièrement et copieusement par réseau interposé, surtout quand ils ont un album ou un concert à promouvoir. Avec La Fouine, c'est un peu la même histoire. D'abord une collaboration, un semblant d'amitié, et puis dès que le succès commence à s'installer, ça vire à la concurrence et à l'opposition, au clash par un morceau et interview, avant que le conflit ne s'invite dans la vraie vie. Il veut une rencontre avec moi, c'est ça? J'accepte la rencontre. Un soir de février 2013, la voiture de La Fouine qui rentrait chez lui est visée par des tirs. Tout le monde pense au conflit très médiatique avec Booba. L'enquête sera classée sans suite, le tireur n'a jamais été retrouvé. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Un mois plus tard, cette fois-ci nous sommes à Miami. Booba vit là-bas depuis 2008, notamment pour des raisons fiscales. La Fouine y a un pied-à-terre. Et début mars 2013, donc, une vidéo est postée tirée des images de surveillance de l'immeuble où réside Booba. Une vidéo sur laquelle on assiste à une bagarre entre les deux rappeurs et d'autres acolytes. Évidemment, c'est repris partout, les fans dissèquent chaque seconde pour essayer de voir qui a le dessus, puis se déchaînent en soutien de leurs camps respectifs sur les réseaux sociaux. Et on exige un lieu qui soit bien public, un bar, un restaurant, pourvu qu'il y ait un peu de monde autour de nous. Un bon plan com, alors que Booba s'apprête à démarrer une tournée de concerts et que le nouvel album de La Fouine se vend moyennement. Vous commencez à comprendre comment tout ça fonctionne. La brouille entre les deux connaîtra d'autres petites secousses avant de s'éteindre doucement, puis de repartir tout récemment, en 2025, lorsque La Fouine aura le malheur de réussir son comeback artistique, ce qui évidemment n'est pas du goût de Booba qui a ressorti tout son attirail de pique. Enfin, pour ce qui est de Caris, outre le classique schéma que vous avez désormais bien en tête, amitié, collaboration, succès du protégé, jalousie, clash, le point d'orgue de leur relation dégradée a lieu le 1er août 2018 dans un lieu pour le moins étonnant, le terminal ouest de l'aéroport de Paris-Orly. Je suis choquée, Booba et Caris, ils frappent, wesh. Je suis choquée, oh my god, oh le choc, le choc, le choc, le choc, le choc de l'année, le choc de l'année, oh le choc de l'année. Se retrouvant par hasard en partance pour la même destination, les deux rappeurs et leurs entourages se jettent les uns sur les autres et se bastonnent au beau milieu des touristes hébétés qui, évidemment, dégainent leur téléphone. Les images font le tour du monde. Les protagonistes, au lieu d'aller bronzer à Barcelone comme c'était prévu, iront plutôt visiter les plus belles prisons d'Île-de-France, Fleury-Mérogis pour Booba et Fresnes pour Caris, en attendant leur procès. Leur baston leur vaudra 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende chacun pour trouble à l'ordre public. Depuis, comme pour la plupart de ces altercations depuis la fin des années 2010, tout se fait à distance entre les deux, Booba n'hésitant jamais à dégainer une petite insulte envers son ancien protégé ou contre ses nouvelles cibles du moment. Ces derniers temps, par exemple, c'est Maes, encore un ancien protégé, qui en fait les frais. Il vient de sortir son album et il a totalement échoué. Faites du bruit pour ça. Fuck Maes, fuck les traîtres et les ingrats, la piraterie n'est jamais finie. Et du son. On pourra toujours dire que finalement ça fait partie du folklore du rap. Ça a toujours existé et a priori ça existera toujours. Là où le cas de Booba diffère un peu des autres, c'est que cette culture de l'affrontement à visée marketing, il l'a très largement exportée en dehors des cercles du hip-hop. Dès la fin des années 2010, alors qu'il devient un acteur de poids dans l'écosystème grandissant des réseaux sociaux où il cumule des millions de followers très investis, on aura l'occasion d'en reparler, il se met à explorer et à polémiquer autour de plein de sujets. Les gilets jaunes, par exemple, dont il relaie les messages depuis sa piscine de Floride. Mais c'est en 2021 qu'il se découvre un grand combat, la dénonciation de ce qu'il appelle les influx voleurs. Pour résumer, Booba est très au fait des pratiques sur les réseaux sociaux où il est hyper actif, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, au point de voir ses comptes sauter régulièrement, ce qui, vu le niveau de modération sur les plateformes, en dit long. Omniprésent en ligne, il constate avec raison que de nombreuses personnalités très suivies ont des pratiques commerciales qu'on peut qualifier de douteuses. Des conseils d'investissement foireux, des arnaques aux crypto-monnaies, de la vente de produits de contrefaçon, etc., etc.
Se sentant une vocation de lanceur d'alerte et voyant bien qu'il y a là une opportunité de com inédite, il se lance dans une véritable guerre médiatique contre celles et ceux qu'il rebaptise les influx-voleurs. Je me suis rendu compte que c'était vraiment des démons et que c'était le fond de la casserole. Il n'y avait pas plus menteur, des gens sans talent, des gens insignifiants pour moi. Pour moi, c'était un fléau. Il va notamment concentrer une grande partie de son énergie et de ses critiques sur la personne de Magali Berda. Elle dirige Shona Evans, une agence de marketing à destination des influenceurs, et il en est persuadé, c'est elle la clé de voûte du système qu'il entend dénoncer. À l'été 2022, le voilà en une de Libé, intronisé comme la voix de la raison face à une jungle numérique totalement dérégulée. Cette quête qu'il s'est choisie, elle a eu des aspects positifs, comme le fait que les pratiques des influenceurs soient désormais encadrées par la loi. Mais en parallèle, elle comporte une face très sombre. Dans son obsession pour Magali Berda, Booba n'hésite pas à multiplier les coups sous la ceinture, les sous-entendus, les photos volées, tout y passe. D'autant qu'il n'est pas tout seul. À sa suite, ses fans, les pirates ou les rats de pisse, et comme on veut, s'en donnent à cœur joie. Berda reçoit des centaines de milliers de messages sur tous les canaux possibles, des menaces de mort, de viol, d'agression, des insultes sexistes et antisémites, une avalanche permanente dont Booba se défend d'être à l'origine. Il tentera d'attaquer l'ex-agent d'influenceur en diffamation quand elle pointera du doigt sa responsabilité. Résultat, c'est lui qui sera condamné pour procédure abusive et mis en examen pour cyberharcèlement. Berda, elle, a aussi eu le droit à un procès pour escroquerie, mais a été relaxée. Il n'empêche, pendant un temps, Booba a bénéficié auprès de la presse grand public d'une certaine aura renouvelée. On l'évoquait au début de cet épisode, c'est ce qui explique sans doute qu'on le retrouve sur le fameux fauteuil rouge de Complément d'enquête fin 2023, à disserter posément des errances des influenceurs et de Cyril Hanouna. Sauf que sur les réseaux, Booba ne présente ni le même visage, ni la même pondération. Au contraire, depuis plusieurs années déjà, les choses sont devenues très compliquées sur tout un tas de sujets. En 2022, tiens, par exemple, alors que tout le monde salue sa juste dénonciation des influenceurs, il se met à retweeter une vidéo d'Éric Zemmour en roue libre sur l'école qui, selon lui, endoctrinerait les enfants pour qu'ils changent de sexe. Je résume, évidemment. Premier degré, Booba salue cette prise de position, en alignement total avec les délires du camp ultra-conservateur américain, dont il reposte également les projets de loi visant à interdire la simple mention de l'homosexualité à l'école. Toujours en 2022, décidément, alors que démarre la guerre en Ukraine, Booba choisit le camp de la Russie, car c'est un grand fan de Vladimir Poutine et de son allié tchétchène, le charmant Ramzan Kadyrov. Il menace Puma, avec qui il est en affaires, d'annuler leur partenariat lorsqu'il apprend que la marque suspend ses activités en Russie. Et il reposte allègrement des vidéos de pure propagande en provenance directe des réseaux pro-Kremlin. Et puis, il y a le Covid. On sait toutes et tous à quel point la pandémie, le confinement, les vaccins ont servi de moteur à tout un tas d'apôtres de la désinformation. On sait peut-être moins que parmi eux, il y a Booba. Booba, parti en guerre contre la vaccination obligatoire, qui relaie tout ce qu'il peut de fake news sur les effets supposés des injections, Booba qui porte au nu Didier Raoult, qui attaque violemment les médecins et les experts qui tentent de lui faire entendre raison, et qui ne supporte pas qu'on lui rappelle qu'avec ses millions de followers dévoués, il a une toute petite responsabilité, et que propager ce genre d'ânerie, c'est faire prendre des risques concrets à ceux qui le suivent aveuglément. La journaliste Lynn Landau, fact-checkeuse chez France Télévisions, a eu le malheur de l'expérimenter directement. Il a déterré une photo de moi, où j'ai l'air hyper fatiguée, où j'ai vraiment des cernes de 3 km comme ça, et voilà, mais c'était une photo qui traînait comme ça sur Internet que j'avais complètement oubliée. Il la ressort et il blague en disant « À votre avis, est-ce qu'elle a eu ses 3 doses ?» 3 doses de vaccin. C'est 3 doses de vaccin. Donc voilà, vraiment le commentaire anti-vax. Et puis après, en gros, il se fout de ma gueule avec un de ses fans. Et il finit par dire ouais, j'aimerais bien faire un strip poker avec elle autour d'un wok de légumes. Un wok de légumes, il a dit wok, il a pas dit blanquette de veau. Il a pas dit blanquette de veau, donc je sais que c'est en lien avec mes origines, donc c'est complètement raciste. Et bon, il sait très bien, ça c'est ce qu'on appelle un dog whistle, c'est-à-dire qu'il a pas dit harcelez-la, mais c'est la même chose en fait, c'est un signal pour sa commu qui n'a pas hésité une seconde, et là, paf, en quelques heures, en quelques jours, on a près de 2000 tweets haineux où on me demande ouais, est-ce que vous êtes sûr que c'est une femme, enfin, connasse, salope, enfin, ouais, voilà, les insultes types.
Et elle n'est pas la seule. D'autres fact-checkers ont eu le droit à des traitements similaires, ce qui vaut à Booba une énième convocation devant la justice en décembre 2025 pour injures racistes et cyberharcèlement. On perd un peu le fil à force. Si on en croit les récentes publications, tout réseau confondu de Booba, cette multiplication des procédures n'est pas très dissuasive. À peine sorti de garde à vue après la plainte de Gims et de son épouse, il en remettait immédiatement une couche tout en faisant la promotion de son nouveau merchandising. La piraterie n'est jamais finie, le marketing sans scrupules non plus, visiblement. Merci à Paul Berthiaud qui réalise cet épisode de Programme B, préparé comme toujours par Charlotte Beck. C'est produit évidemment par Binge Audio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.